J'étais en train de dîner avec ma fille dans un petit bouchon lyonnais quand mon téléphone a vibré. Une notification de sécurité. Mouvement détecté à la porte d'entrée. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran puis à Camille de l'autre côté de la table. Elle coupait son entrecôte tout en parlant de sa promotion aux Hospices civils de Lyon. « Papa, ça va ?» a-t-elle demandé en remarquant mon expression. Le capteur de mouvement vient de se déclencher. La porte d'entrée. Elle a à peine levé les yeux. Oh, c'est probablement juste l'amie de maman qui dépose les livres qu'elle avait empruntés. Tu sais comment est Claire, elle oublie toujours de prévenir quand elle passe. J'ai fixé ma fille du regard. Ta mère est décédée il y a 4 ans. Claire a déménagé à Bordeaux il y a 2 ans. Je m'appelle Jean-Pierre Beaumont. J'ai 65 ans. Je suis un ancien enquêteur d'assurance à la retraite. Ma femme Hélène est morte d'un cancer du sein en 2021. Depuis 4 ans, Camille est tout mon univers. Mon enfant unique, infirmière de bloc opératoire, divorcée, sans enfant. Nous nous sommes rapprochés depuis le décès d'Hélène. Les dîners du dimanche sont devenus notre tradition. La fourchette de Camille a claqué contre son assiette. C'est vrai. Désolé, je voulais dire que c'est sûrement une livraison. Tu as commandé quelque chose sur Internet, n'est-ce pas? Un dimanche soir à 19h30, j'ai ouvert le flux de la caméra. La porte d'entrée était ouverte. Quelqu'un était à l'intérieur de ma maison. Je voyais une silhouette se déplacer dans mon salon mais l'angle n'était pas assez net pour identifier de qui il s'agissait. J'appelle la police, ai-je dit en sortant déjà mon téléphone. Papa, attends. La main de Camille a traversé la table pour saisir mon poignet. Ne fais pas ça. Ce n'est probablement rien. Peut-être que le vent a poussé la porte. Ta serrure est capricieuse ces derniers temps. La porte était fermée et verrouillée quand nous sommes partis. Je l'ai vérifié moi-même. Laisse-moi d'abord appeler. C'est peut-être le syndic qui fait une inspection ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas de syndic, Camille. Je suis propriétaire de ma maison individuelle, mais elle était déjà en train de composer un numéro. Son téléphone pressé contre l'oreille. Elle s'est levée et s'est dirigée vers l'entrée du restaurant, sa voix trop basse pour que je puisse l'entendre. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. J'avais passé 35 ans à enquêter sur les fraudes à l'assurance. On développe des instincts. En ce moment même, chacun de mes instincts hurlait. J'ai rouvert l'application de surveillance et je suis passé aux caméras intérieures. Je les avais installées après un cambriolage dans le quartier l'année dernière. La caméra du salon montrait une femme d'une 40aine d'années portant un tailleur et marchant dans ma maison avec un porte-documents. Elle prenait des photos avec son téléphone de mes meubles, de mes murs, de mes photos de famille. J'ai zoomé sur le porte-documents. Je pouvais juste distinguer l'entête, agence immobilière de la Presqu'île. Un agent immobilier était chez moi. Camille est revenue à la table, le visage rouge. Bon. Ne te fâche pas, mais je peux expliquer. Expliquer quoi? J'ai discuté avec des gens de ta situation et nous pensons qu'il est temps d'envisager quelque chose de plus gérable. Tu ne rajeunis pas, papa, et cette maison est bien trop grande pour une personne seule. Tous ces escaliers, l'entretien, la taxe foncière, c'est trop. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Tu as mis ma maison en vente. Je ne l'ai pas mise en vente. J'ai juste demandé à quelqu'un de venir faire une estimation pour voir quelles sont nos options. Tes options. Je voulais dire tes options. Tu as fait entrer un agent immobilier chez moi sans mon accord ni ma permission. J'ai une clé. Tu m'as donné une clé pour les urgences. Ce n'est pas une urgence, Camille. Papa, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai trouvé cette superbe résidence senior à Écully. Il y a tout. Une assistance médicale 24 heures sur 24, des activités sociales, une piscine, une salle de sport. Tu adorerais ça. Et la maison. Si nous vendons maintenant pendant que le marché est haut, nous pourrions en tirer au moins 850 000 €, peut-être 900 000. Nous, a-t-elle dit, nous. Je me suis levé. J'ai jeté 2 billets de 100 € sur la table. Je rentre chez moi. Ne me suis pas papa, s'il te plaît. J'essaie de t'aider. Est-ce le cas? Ou essaies-tu de t'aider toi-même? J'ai conduit jusqu'à la maison dans un brouillard total.
35 ans, à enquêter sur la fraude et j'avais raté ce qui se passait dans ma propre famille. Quand je me suis garé dans l'allée, la voiture de l'agent immobilier était toujours là. Une Renault Talisman blanche avec des aimants de l'agence sur les portières. Je suis entré par la porte que j'avais verrouillée 4 heures plus tôt. L'agent était dans ma cuisine en train de mesurer l'espace du plan de travail. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. Elle a sursauté, manquant de faire tomber son maître ruban. « Oh, monsieur Beaumont. Je suis Sandrine Lefebvre de l'agence de la Presqu'île. Votre fille m'a dit que vous seriez sorti jusqu'à 21 heures. Je terminais juste l'évaluation. Ma fille n'a pas l'autorité nécessaire pour vous accorder l'accès à ma propriété. Elle a dit qu'elle avait une procuration permanente. Elle m'a montré les documents. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quel document? Sandrine a sorti son téléphone et a fait défiler des photos. Elle m'a montré un document numérisé. C'était un mandat de protection future daté d'il y a 6 mois avec ma signature en bas. Signé devant un témoin nommé Julien Morel. Je n'avais jamais signé ce document. Jamais vu de ma vie. Je dois vous demander de partir, ai-je dit calmement. Maintenant. Après le départ de Sandrine, je me suis assis à la table de ma cuisine et j'ai essayé de me souvenir des 6 derniers mois. Camille m'avait-elle demandé de signer quoi que ce soit? Y avait-il eu des papiers mélangés à des cartes d'anniversaire ou glissés dans des cadeaux de Noël? Puis je me suis souvenu. Août. Camille était venue avec des formulaires. Elle avait dit que c'était pour mettre à jour les informations des bénéficiaires de ma mutuelle après le décès d'Hélène. Juste une formalité, avait-elle dit. J'étais distrait ce jour-là. L'anniversaire du diagnostic d'Hélène, j'avais signé sans vraiment lire. Je suis allé à mon classeur dans le bureau. Je garde tout, chaque document, chaque reçu, chaque morceau de papier qui passe sur mon bureau. C'est une habitude de 35 ans d'enquête. J'ai trouvé le dossier intitulé Mutuelle 2023. À l'intérieur se trouvaient les formulaires légitimes de bénéficiaires que j'avais remplis juste après la mort d'Hélène. Derrière eux se trouvait un autre document, une procuration totale accordant à Camille toute autorité sur mes décisions financières et immobilières, signée de ma main, avec pour témoin une certaine Jennifer Morel, dont l'adresse était la même que celle de Camille. Je suis resté assis là pendant un long moment en tenant ce morceau de papier. Mon téléphone a sonné. Camille, je n'ai pas répondu. Elle a appelé 4 fois de plus. Puis les SMS ont commencé. Papa, décroche s'il te plaît. Je peux tout expliquer. J'essayais de t'aider. Tu es déraisonnable. Ce dernier message m'a fait rire. Un son amer et creux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire ce que je fais de mieux, enquêter. D'abord, j'ai vérifié mes comptes bancaires. J'avais toujours l'accès en ligne à tout. Rien ne semblait déplacé. Mes dépôts de pension étaient réguliers. Mes factures étaient payées, mon compte d'épargne intact. Mais quand j'ai regardé mon compte joint avec Camille, celui que nous avions ouvert après le décès d'Hélène pour qu'elle puisse m'aider avec les factures si jamais j'en avais besoin, il y avait eu de l'activité. 50 000 € transférés il y a 3 mois, encore 30 000 € il y a 6 semaines, 25 000 € il y a 2 semaines. 105 000 € envolés. Les virements allaient vers un compte que je ne reconnaissais pas. Je les traçais via mon application bancaire. Cela menait à un compte d'investissement au nom de Camille. Je me suis adossé à ma chaise, me sentant mal. Ma fille me volait. Systématiquement depuis des mois. J'ai appelé le service des fraudes de ma banque, je suis tombé sur leur messagerie. Dimanche soir, j'ai laissé un message, j'ai signalé le compte pour examen et j'ai demandé tous les relevés de transactions de l'année écoulée. Ensuite, j'ai fait quelque chose que j'évitais. J'ai appelé mon avocat. Maître Girard était mon avocat depuis 20 ans. Il s'était occupé de la succession d'Hélène, de mes papiers de retraite, de nos testaments. Il a répondu à la 3e sonnerie, l'air inquiet en entendant ma voix. Jean-Pierre, tout va bien. Maître, j'ai besoin que vous me disiez quelque chose. Camille vous a-t-elle déjà contacté au sujet d'une procuration pour moi? Silence. Jean-Pierre, elle l'a fait il y a environ 8 mois. Elle a dit que vous montriez des signes de déclin cognitif et qu'elle voulait s'assurer que tout était en ordre. Elle a demandé si nous pouvions rédiger des documents de protection. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que je devrais d'abord vous rencontrer pour évaluer moi-même votre état mental.
Elle a dit que vous seriez réticent, que vous étiez dans le déni concernant vos problèmes de mémoire. Je lui ai dit que sans votre consentement direct et mon évaluation professionnelle, je ne pouvais pas procéder. J'ai suggéré qu'elle vous amène pour une consultation. Elle ne m'en a jamais parlé. Je sais. J'attendais que vous appeliez. Comme vous ne l'avez pas fait, j'ai supposé qu'elle avait laissé tomber ou qu'elle s'en était occupée ailleurs. Elle s'en est occupée ailleurs. J'ai confirmé avec une signature falsifiée. Maître Girard a juré doucement. Jean-Pierre, nous devons nous voir dès demain matin. 8 heures. À mon cabinet. Ne signez rien d'autre. Ne transférez pas d'argent et ne parlez pas à Camille tant que nous n'avons pas établi de stratégie juridique. Après avoir raccroché, j'ai visionné mes séquences de sécurité du mois d'août. J'ai des caméras qui enregistrent 60 jours de séquences en boucle, mais j'avais sauvegardé plusieurs mois sur un disque dur externe après un incident suspect dans le quartier. J'ai trouvé la date, le 14 août. La visite de Camille. Je me suis regardé ouvrir la porte, je nous ai regardé nous asseoir à cette même table de cuisine. Elle a sorti des papiers, les a posés devant moi. Je regardais mon téléphone, distrait. Elle parlait, faisait des gestes. J'ai pris un stylo, j'ai signé. Je ne pouvais pas voir ce que disaient les papiers. L'angle n'était pas bon, mais je pouvais voir le visage de Camille. La façon dont elle a soigneusement ramassé les documents, les a glissés dans son sac à main, m'a embrassé sur la joue et est partie. Aucune hésitation, aucune culpabilité. Depuis combien de temps planifiait-elle cela? J'ai passé le reste de la nuit à examiner chaque document dans ma maison, chaque papier que Camille m'avait demandé de signer. J'en ai trouvé 3 autres. Une demande de prêt hypothécaire pour ma maison, que je croyais totalement payée. Une demande de compte d'investissement conjoint, un formulaire de changement de bénéficiaire pour mon assurance vie, passant de la Ligue contre le cancer, que j'avais choisi en mémoire d'Hélène, à Camille. Le prêt hypothécaire expliquait où était passée une partie de mon argent manquant. Elle avait réhypothéqué ma maison sans que je le sache, contracté un prêt de 200 000 € sur une propriété que je possédais sans aucune dette, et elle avait empoché l'argent. Au matin, j'avais un tableau complet. Camille avait volé ou détourné environ 320 000 € de mon argent au cours des 8 derniers mois. Elle avait falsifié une procuration, réhypothéqué ma maison, vidé notre compte joint, changé les bénéficiaires de mes assurances et était en train de vendre ma maison. À 7h45, on a sonné à la porte. J'ai vérifié la caméra. Camille tenait 2 cafés et un sac de viennoiserie. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas laissé entrer. Papa, s'il te plaît. Pouvons-nous parler? As-tu falsifié ma signature sur un mandat de protection future? Elle a tressailli. Je devais le faire. Tu n'aurais pas signé si je te l'avais demandé. Tu as raison. Je ne l'aurais pas fait parce que je n'ai pas besoin que quelqu'un prenne des décisions pour moi. Papa, tu as 65 ans. Tu es seul dans cette grande maison. Que se passera-t-il quand tu tomberas dans ces escaliers? Que se passera-t-il quand tu oublieras de prendre tes médicaments? Que se passera-t-il quand tu ne pourras plus t'occuper de toi-même? J'ai 65 ans, Camille, pas 95. Je cours 5 km 3 fois par semaine. Je suis bénévole à la bibliothèque de l'hôpital. Je siège au conseil d'administration de 2 associations caritatives. Je ne prends aucun médicament à part des vitamines. Il n'y a rien qui cloche avec ma santé ou mon esprit. Pas encore, mais ça viendra, papa. Et je dois m'assurer que tu es protégé. Ou tu dois t'assurer d'avoir accès à mon argent pendant que je suis encore en vie pour signer les papiers. Son visage est devenu pâle. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alors explique les 105 000 € que tu as transférés de notre compte joint. Explique le prêt de 200 000 € que tu as pris sur ma maison. Explique les comptes d'investissement à ton nom financés avec mon argent. Je l'investissais pour toi pour nous. La bourse a été bonne. J'essayais de faire fructifier ton fonds de retraite. Tu m'as volé, Camille. Je t'ai fait un emprunt. J'allais te rembourser. Avec quel argent? Tu es infirmière. Tu gagnes bien ta vie, mais pas assez pour rembourser 300 000 €. Pas avec ton train de vie. Elle a reculé comme si je l'avais giflé. Mon train de vie. La nouvelle voiture que tu as achetée en septembre. Le voyage de luxe en Italie en octobre.
La rénovation de la cuisine que tu viens de terminer. D'où pensais-tu que je croirais que cet argent venait? De mon règlement de divorce. Ton divorce a été finalisé il y a 3 ans. Tu as eu l'appartement et 40 000 euros. Tu as dépensé bien plus du double de cela au cours des 6 derniers mois seulement. Les mains de Camille tremblaient. Les cafés ont débordé dans leurs gobelets. Tu as enquêté sur moi. Je suis un enquêteur, Camille. C'est ce que je fais. Pensais-tu vraiment que je ne remarquerais rien? Je suis ta fille, ce qui rend tout cela tellement pire. Nous sommes restés là à nous fixer sur le seuil de ma porte. Cette femme que j'avais élevée, dont j'avais changé les couches, dont j'avais soigné les genoux écorchés, pour qui j'avais applaudi à la remise des diplômes, que j'avais accompagnée à l'hôtel le jour de son mariage. Cette étrangère qui m'avait volé. J'ai rendez-vous avec mon avocat dans 20 minutes, ai-je dit. Je vais annuler chaque document frauduleux que tu as créé. Je vais récupérer chaque euro que tu as pris et ensuite nous discuterons de l'opportunité de porter plainte. Porteur plainte. Papa, je suis ta fille. Et tu es une voleuse. J'ai fermé la porte. Le bureau de Maître Girard se trouve dans le centre de Lyon, une suite avec vue sur le Rhône. Il y avait 3 autres avocats avec lui quand je suis arrivé. Des spécialistes de la fraude envers les personnes âgées, du droit successoral et des poursuites pénales traitaient cela comme un dossier de fraude globale, a expliqué Maître Girard. Camille a commis des faux en écriture, une usurpation d'identité, une exploitation financière et potentiellement une fraude bancaire. Chacun de ces actes entraîne de lourdes peines. Je ne veux pas qu'elle aille en prison, ai-je dit. Je veux récupérer mon argent et je veux qu'elle sorte de ma vie. Jean-Pierre, elle vous a volé plus de 300 000 euros. Ce n'est pas un vol à l'étalage. C'est un crime financier sérieux. C'est ma fille. C'est une criminelle qui se trouve être votre fille. Nous avons passé 4 heures à tout passer en revue, documentant chaque transaction frauduleuse, identifiant les crimes commis, construisant un dossier. L'avocate pénaliste, une femme tranchante nommée Maître Lefebvre, a exposé les choses clairement. Si nous engageons des poursuites pénales, Camille risque jusqu'à 10 ans de prison. Le faux seul peut coûter cher. L'abus de faiblesse, même si vous n'êtes manifestement pas faible, comporte des sanctions supplémentaires. La fraude bancaire est fédérale. Elle serait détruite. Quelle est l'alternative? Un recouvrement civil. Nous intentons une action pour obtenir la restitution intégrale plus des dommages et intérêts et les frais d'avocat. Nous récupérons votre argent, annulons tous les documents frauduleux et elle repart fauchée, mais pas incarcérée. Elle s'en tire comme ça. Elle s'en tire sans casier judiciaire. Mais elle ne s'en tire pas avec votre argent. J'ai pensé à Hélène. Qu'aurait-elle voulu? Elle aimait Camille férocement, la défendait même quand elle ne le méritait pas. Mais elle avait aussi une colonne vertébrale d'acier quand il s'agissait du bien et du mal. Je veux une confession écrite, ai-je dit, détaillée. Tout ce qu'elle a fait, chaque document qu'elle a falsifié, chaque euro qu'elle a pris, certifié par un notaire, et je veux une restitution intégrale sous 90 jours où nous lançons les poursuites pénales. Aucune négociation. Maître Girard a hoché la tête. Je vais rédiger l'accord. L'avocat de Camille a appelé le lendemain. Elle en avait engagé un, ce qui signifiait qu'elle savait à quel point c'était sérieux. Il voulait négocier. Il n'y a rien à négocier, leur a dit Maître Girard. Confession complète, restitution totale ou poursuite pénale. Ce sont les conditions. Elle n'a pas 300 000 euros. Alors elle vendra son appartement, sa voiture, ses meubles et tout ce qu'elle possède. Elle a créé ce problème. Elle peut le résoudre. Cela a pris 3 semaines. 3 semaines d'aller-retour entre avocats. 3 semaines d'appels de plus en plus désespérés de Camille auxquels je n'ai pas répondu. 3 semaines passées dans ma maison à regarder des photos de ma fille grandir, en me demandant où je m'étais trompé. Finalement, ils ont accepté. Camille est venue au cabinet de Maître Girard un vendredi après-midi. Elle avait l'air terrible, plus mince, plus vieille, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle a signé la confession. 23 pages détaillant chaque acte frauduleux, chaque signature falsifiée, chaque euro volé, devant 3 avocats et un notaire. « Je suis désolé, papa » a-t-elle chuchoté en signant la dernière page. « Es-tu désolé de l'avoir fait ou désolé de t'être fait prendre ?» Elle n'a pas répondu. La restitution financière s'est faite par étapes.
Elle a d'abord vendu sa voiture, a acheté une vieille Peugeot d'occasion et a remboursé 90 000 euros. Puis elle a mis son appartement en vente. Il s'est vendu en 2 semaines dans le marché tendu de Lyon. Cela a couvert 180 000 euros supplémentaires. Les 40 000 euros restants provenaient de la vente de ses meubles, de ses bijoux, de ses œuvres d'art et du vidage de ses comptes d'épargne. Le dernier paiement est arrivé au 89e jour. 320 000 euros, plus 60 000 euros de dommages et intérêts et de frais de justice. Tout ce qu'elle avait pris, tout ce qu'il m'en avait coûté pour le récupérer. J'ai tout reversé sur mes comptes, j'ai changé chaque mot de passe, j'ai fermé le compte joint, j'ai révoqué tous les accès qu'elle avait jamais eus. J'ai mis à jour mon testament, laissant tout à la Ligue contre le cancer au nom d'Hélène. J'ai fait changer mes serrures, mis à jour mon système de sécurité, puis je me suis assis dans ma cuisine et j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort d'Hélène. Pas pour l'argent, pour ma fille, pour la relation que nous avions, pour la confiance qui avait disparu à jamais. Camille a essayé de me contacter quelques fois après cela. Des lettres surtout, s'excusant, expliquant. Elle s'était endettée, avait fait de mauvais investissements, avait paniqué. Elle pensait pouvoir emprunter l'argent et le rembourser avant que je ne m'en aperçoive. Elle pensait qu'elle y avait droit de toute façon puisqu'elle finirait par hériter. Elle pensait que j'étais trop vieux pour gérer mes propres affaires. Pensait. Sans jamais considérer une seule fois que ce qu'elle faisait était mal. Je n'ai pas répondu aux lettres. Je n'avais pas besoin d'entendre ces justifications. J'avais passé 35 ans à écouter des gens justifier le vol, la fraude, la tromperie. Cela revenait toujours à la même chose. Ils voulaient quelque chose qu'ils n'avaient pas gagné et ils décidaient que leur envie justifiait de le prendre. Cela fait 6 mois maintenant. Je vis toujours dans ma maison, je cours toujours mes 5 kilomètres, je suis toujours bénévole à la bibliothèque de l'hôpital, bien que j'ai demandé un jour différent du service de Camille. Je la vois parfois à la cafétéria. Elle semble plus petite d'une certaine façon. Plus triste. Je n'en ressens aucune satisfaction. Je ne ressens rien d'autre qu'une douleur sourde là où ma fille se trouvait autrefois. Les gens me demandent parfois, d'autres bénévoles, pourquoi ma fille ne vient plus me voir. Ils se souviennent que nous avions des dîners le dimanche. Ils nous voyaient ensemble. Je leur dis que nous avons eu un désaccord. Des différences irréconciliables. Ils hochent la tête avec sympathie et changent de sujet. Ce que je ne leur dis pas, c'est ceci. Les personnes qui nous blessent le plus sont celles en qui nous avons une confiance totale. Ce sont celles à qui nous donnons les clés de nos maisons, l'accès à nos comptes, la permission de prendre des décisions en notre nom. Nous le faisons par amour, par confiance, par la conviction que la famille signifie quelque chose. Et parfois, cette confiance est mal placée. J'ai appris quelque chose au cours de mes 35 années d'enquête sur la fraude. Les meilleurs escrocs ne sont pas des étrangers. Ce ne sont pas les gens qui vous appellent pour l'extension de garantie de votre voiture ou qui vous envoient des courriels sur des héritages lointains. Les meilleurs escrocs sont les personnes assises en face de vous lors du dîner du dimanche. Les personnes qui connaissent vos routines, vos mots de passe, vos faiblesses. Les personnes que vous ne soupçonneriez jamais parce que vous les aimez. Mon conseil, si vous le voulez, est le suivant. Faites confiance mais vérifiez. Toujours, même avec la famille, surtout avec la famille. Lisez chaque document avant de le signer. Vérifiez vos relevés bancaires chaque mois. Gardez vos propres copies de tout. Ne donnez à personne un accès complet à vos comptes à moins d'être réellement incapable de les gérer vous-même. Et si quelqu'un vous dit que vous êtes trop vieux ou trop incompétent pour gérer vos propres affaires, demandez un deuxième avis à quelqu'un qui n'a pas d'intérêt financier dans la réponse. J'ai eu de la chance. Je l'ai découvert relativement tôt. J'avais les compétences pour enquêter, les ressources pour me défendre, la documentation pour prouver ce qui s'était passé. Beaucoup de gens ne l'ont pas. Beaucoup de gens se font dépouiller complètement avant de réaliser ce qui se passe. Beaucoup de gens sont réellement vulnérables, réellement sur le déclin, réellement incapables de se protéger. Ce sont ceux-là qui me brisent le cœur. Je ne suis pas vulnérable. Je ne suis pas sur le déclin. Je suis juste triste. Triste que ma fille ait accordé plus de valeur à mon argent qu'à ma confiance. Triste que je ne saurais jamais si elle m'aimait ou si elle aimait juste ce que je pouvais lui donner. Triste qu'Hélène n'ait pas vécu pour voir cela parce que cela l'aurait tuée. Ou peut-être triste qu'elle n'ait pas vécu pour l'empêcher parce qu'elle aurait pu voir ce que j'ai raté.
Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est ceci. J'ai 65 ans. Je suis en bonne santé, indépendant et capable. Il me reste peut-être 20 ou 30 belles années. Et je vais les passer à me protéger, à faire confiance avec prudence et à m'assurer que lorsque j'aurai éventuellement besoin d'aide, elle viendra de personnes qui auront gagné cette confiance par leurs actions, et non de personnes qui l'auront présumée par leur ADN. Camille m'a envoyé une carte d'anniversaire le mois dernier. J'ai eu 66 ans. La carte portait un message générique sur le fait que les pères sont spéciaux. Pas de mots personnels, pas de signature, juste le prénom Camille imprimé en bas. Je l'ai jeté. Peut-être que cela me rend froid. Peut-être que cela me rend impitoyable. Peut-être qu'une meilleure personne lui aurait donné une autre chance. Mais j'ai passé 35 ans à regarder ce qui se passe quand les gens reçoivent une deuxième chance de voler. Ils volent à nouveau parce que la première fois leur a appris qu'ils pouvaient s'en sortir. La deuxième fois leur apprend qu'ils seront pardonnés. Je n'enseignerai pas cette leçon à Camille. La maison est calme maintenant. Plus de dîner le dimanche. Plus d'appels téléphoniques pour des riens. Plus de filles, mais c'est chez moi. Mon nom sur l'acte de propriété. Mon argent à la banque. Mes décisions pour mon avenir. Et cela vaut plus que ce que j'aurais jamais pensé. Cette histoire est un rappel brutal que la trahison peut venir de ceux que nous aimons le plus. En France, l'abus de faiblesse et la fraude au sein de la famille sont des réalités douloureuses que le droit tente de cadrer, mais le coût émotionnel reste inestimable. Le personnage de Jean-Pierre illustre parfaitement cette génération de seniors actifs et lucides qui refusent d'être mis au placard sous prétexte de leur âge. Son passé d'enquêteur lui a sauvé la mise, mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas ces réflexes? La manipulation émotionnelle utilisée par sa fille pour justifier son vol est particulièrement pernicieuse. Elle transforme un acte criminel en une prétendue forme de protection, une tactique classique des prédateurs financiers familiaux. La décision finale de Jean-Pierre de ne pas pardonner peut sembler dure, mais elle souligne une vérité fondamentale sur le respect et l'autonomie. En récupérant non seulement son argent mais aussi sa dignité, il envoie un message fort, l'amour filial ne donne pas un droit de propriété sur la vie des parents. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous été capable de dénoncer votre propre enfant pour protéger votre avenir? Pensez-vous que le pardon est possible après une telle préméditation? Partagez vos réflexions et vos expériences en commentaire.